Salut, c'est Cindy et vous écoutez Autour du Cornet. Je suis tellement heureuse d'accueillir Asma au micro d'Autour du Cornet. Ça ne veut pas dire que je te demande de comprendre toute la situation ou de commencer à prendre une position. Ça veut dire que je te demande, en fait, est-ce que tu te rappelles encore que tu es un être humain? Ouais, c'est ça. Et que lui aussi, en fait. Ouais. Ou qu'elle aussi. Et que l'empathie, ce serait bien que ça fleurisse un peu plus chez certains. Ma première rencontre avec son univers remonte à 2024 lors d'un événement à Moucron en Belgique. Ce jour-là, aux côtés d'Ismaël, elle m'a fait voyager à travers les émotions. C'est donc un immense plaisir d'avoir pu enfin échanger de vive voix avec elle. Au programme de notre échange aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du slam et de l'écriture en discutant de son recueil Bris de verre. On abordera aussi la question de l'engagement, comment rester actrice face à l'actualité et quelles sont nos manières d'agir aujourd'hui. Asma nous parlera de transmission à travers son rôle au sein de l'ASBL Interpol, où elle fait vivre la culture sur le terrain. On parlera de la place des femmes dans ces milieux, de la puissance des messages engagés, mais aussi des coulisses de la création, entre l'écriture qui coule de source et celle qui nous est parfois imposée. Côté agenda, ne manquez pas Asma au mois de mars. Le 17 mars à Louvain-la-Neuve pour un débat sur la place de l'Afrique dans les réseaux militants. Le 20 mars à l'église du Béguinage. Soirée féminard sur le féminisme décolonial avec entre autres une performance collective de slam. Le 21 mars à la Maison de Poème et sur Musique 3 pour la nuit de la poésie aux côtés de Lisette Lombay. Le 22 mars à la Fleur en papier doré avec la performance Créa-Cœur. Je me répète, mais c'était vraiment un plaisir d'échanger avec Asma. C'est une personne qui m'a vraiment touchée lorsque je l'ai vue sur scène en 2024 sur Moucron et j'étais vraiment heureuse de pouvoir lui dire enfin de vive voix ce que j'avais ressenti ce jour-là. Cet événement, ça avait lieu à la Faune à Moucron et on en parle dans le podcast. Bonne écoute. L'événement, c'est la guinguette, la goguette, quelque chose comme ça? La Faune risquons tout. La Faune en goguette, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu étais venu, t'es venu qu'une seule fois là-bas, c'était cette fois-là, ouais. Avec Ismaël et avec Alice. Et avec un autre musicien qui s'appelle Just Red. Ok. Parfait. Et en gros, moi, Alice et Isma, je les avais vus pas si longtemps avant à un concert d'HK, pour lequel on faisait la première partie, une espèce de première partie collective slam. Et Alice, elle accompagnait toute cette première partie. Isma, elle bossait déjà avec lui à ce moment-là. Et moi, j'avais l'habitude de faire des feats avec HK. On a un duo qui est en ligne et tout. Donc, quand il vient à Bruxelles, c'était déjà la deuxième ou troisième fois que je partageais la scène un moment avec lui. Et du coup, en fait, Isma, moi, je le connais d'il y a super longtemps parce que j'ai fréquenté un moment la bande d'HK, mais aussi de Zep. Je sais pas si tu as connu. C'est quand MAP s'est séparé. Les deux cousins, ils ont chacun créé un groupe. Et du coup, Saïdou a créé Zep, a bossé avec Isma à l'époque, maintenant ils rebossent ensemble. Donc en fait, c'est tout un réseau de gens qui se recroisent, quoi. Ok. Et moi, je me suis retrouvée après à faire un feat ce jour-là avec Isma, à lui dire mais en fait, j'ai un texte qui serait trop bien, 2 voix, est-ce que tu veux bien lire la moitié du texte avec moi? Puis on s'est retrouvés à s'inviter l'un l'autre. Et entre-temps, Alice, je bosse avec elle, quoi. C'est la guitariste avec laquelle je travaille. Comment tu fais une musique? C'est quoi le cheminement de A à presque Z, on va dire? Il y a eu plein de parcours différents, parfois même plusieurs pour la même chanson, parce qu'il y a des chansons que j'ai chantées dans des projets différents. C'est la première fois que je bosse avec quelqu'un qui est aussi pro. J'ai bossé avec des gens pros, mais pas de manière fixe, quoi. Un peu le hasard. Mais là, il y a quand même quelque chose où du coup, on est deux. Donc, il y a vraiment un travail ensemble. Ça, c'était le cas dans mon tout premier projet où j'étais avec un guitariste qui était un pote et on était beaucoup en co-création. Et sinon, j'ai eu des projets de groupe à des moments. Et à chaque fois dans ma vie, à chaque fois que j'ai monté un groupe ou que j'ai rejoint un groupe, j'ai dû déménager et changer de pays où il s'est passé des choses énormes, genre j'ai eu un bébé, j'ai dû m'occuper de quelqu'un en fin de vie, tu vois, des gros trucs comme ça qui font que tous ces projets-là, en fait, il faut les tenir. Et donc il y a beaucoup de projets qui se sont arrêtés pour plein de raisons. Et donc quand je suis revenue sur le projet qui s'appelle maintenant Soulista, c'était avec l'envie de dire en fait maintenant je vais mener ma barque et je vais pas compter sur quelqu'un et sur une dynamique de groupe qui est tellement dur à construire, dur à tenir sur la durée.
Et en fait, Alice, elle est un peu tombée. Elle est arrivée à ce moment-là. Et ça marche bien parce qu'en fait, elle n'est pas tout le temps là non plus. Donc, on cherche aussi comment adapter ce projet. Quand elle est là, elle vient avec moi sur scène. Elle m'aide quand même avec tous les enregistrements des singles qui sortent maintenant. Je les fais avec elle. Mm-hmm. Et là, on travaille sur un projet où je peux être toute seule sur scène. Seule sur scène, mais l'emmener avec moi à travers l'utilisation d'une loop session. Je sais pas si ouais, je vois. Et donc, voilà, je suis encore dans la recherche de comment mener ma barque seule, mais en même temps, on peut bosser avec des gens qui amènent un vrai plus, parce que moi, je joue un peu de plein de trucs, mais pas aussi bien que des gens comme elle, quoi. Ouais. Mais du coup, tu sais aussi produire de la musique par tes propres moyens, ou vraiment t'as besoin, alors besoin c'est peut-être pas le bon mot, mais besoin d'être entouré de personnes, musiciens, etc. Moi, j'ai l'impression que je peux me débrouiller seule, mais que ça sera pas aussi bien. Donc ça m'arrive par exemple de faire des concerts seule de A à Z. Je pense que la qualité n'est pas la même, et parce que en tant que musicienne, il n'y a aucun instrument que je maîtrise à fond. Mmh. Par rapport à quelqu'un comme Alice, qui la guitare, comme tu disais, c'est le prolongement de son corps. Donc je me débrouille avec plein d'instruments, et donc je sais m'accompagner, mais il n'y a pas un instrument que je gère. Et surtout qu'en fait, quand je suis en train de jouer en même temps, il n'y a pas la même concentration par rapport au fait de vraiment être en train d'interpréter mon texte, d'être vraiment avec le public. Et donc j'aime moins ça, en fait. Je préfère bosser avec quelqu'un qui va amener des subtilités dans les accords, qui va amener du groove, qui va amener plein de choses que... Et puis, par sa présence, tu as aussi une autre ambiance qui vient se créer sur scène. Toi, tu vas avoir... Enfin, j'imagine en tout cas. Moi, c'est vraiment mon point de vue très extérieur. Tu vas avoir des interactions. Déjà, tu as les interactions avec le public, mais tu as aussi les interactions avec les musiciens. Quand on est dans le public... Ça se ressent énormément. Quand t'as un chanteur et un guitariste qui s'amusent sur scène ensemble, tu vois, ou qui arrivent à juste d'un regard à modifier un petit truc, et enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut ajouter une petite plus-value aussi en termes d'ambiance, et en tant que public, parce que moi clairement je suis côté public uniquement. Moi c'est ça en fait que j'aime bien quand je vais voir un concert, c'est voir les gens s'amuser sur scène, ça m'amuse. Ouais. Tu vois, et je trouve que t'as des musiciens qui vont jouer, tu vois, qui connaissent par cœur leurs morceaux, mais il y a pas l'âme, il y a pas l'amusement avec les autres personnes sur scène. Et quand j'étais venue à la Faune, c'est ça qui m'avait énormément surprise. C'était cette symbiose en fait qu'il y avait eu sur la scène. À la fin, je suis allée voir Ismaël, je lui ai dit non mais c'est quoi votre délire? Je lui ai dit mais ça fait des années que j'ai pas ressenti ça en voyant un concert, alors que voilà, c'est à Moucron, c'est un petit événement hyper local et pas hyper connu. Et je lui ai dit mais ça m'a transporté, c'était génial. Et voilà, j'attendais aujourd'hui pour pouvoir te le dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire ce jour-là. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une symbiose ce jour-là sur scène, et voilà, c'était ouf. Bah ouais, moi en plus c'est vraiment pas forcément naturel de m'amuser sur scène. J'adore faire de la musique, et si on est en train de faire une jam autour d'un feu, je vais pas du tout me prendre la tête, et je vais improviser et je vais m'éclater. Mais c'est vrai que souvent en fait j'ai peur de pas faire assez bien. Par exemple, j'ai une meilleure oreille musicale que technique vocale, donc j'entends exactement toutes les petites erreurs que la plupart des gens captent pas, et du coup je suis en général quand je suis sur scène, je suis quand même assez stressée, quoi. Avec le slam beaucoup moins, parce qu'il y a, tu vois, il y a pas de fausses notes, il y a un truc où c'est beaucoup plus naturel, comme on parle toute la journée. Ouais. J'ai beaucoup moins cette impression de stresser, mais du coup je découvre ce plaisir avec Alice notamment. Hier je t'expliquais tantôt, on était au SAMU social. Où il y a plusieurs fois où j'oubliais un peu le texte ou la mélodie, parce que j'étais vraiment focus sur ce qui se passait, sur être avec les gens, et quand même on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, et moi-même ce que j'aborde dans les textes c'est chargé, quoi.
Et quand les fois où je me suis plantée, il y a eu plusieurs fois où il y a de la complicité qui fait qu'on s'en sort et qu'on se sent et qu'on arrive à se capter, et qui fait que du coup, en fait, finalement, on rigole. Enfin, tu vois, au lieu d'être en mode ah non, on s'est planté, non, en fait, on s'en est très très bien sorti et personne n'a rien capté. Et j'avais ça avec le tout premier musicien dont je te parlais, qui était vraiment un ami. On appelait nos regards comme par des numéros, qui n'étaient jamais fixes, mais tu vois, on se disait ah ouais, ça c'est le regard 48, ça veut dire qu'on doit ralentir parce que je vais trop vite. Enfin, tu vois, il y avait ce truc où en fait on pouvait se communiquer très facilement et du coup se suivre, parce que même quand c'est composé, en fait, il y a toujours une part d'impro d'imprévu. Ouais. Parce que tu as la technique aussi qui peut bugger. Hein. Regarde le micro qui tombe un petit peu. Enfin... Ah bah hier, la technique, elle n'était pas là, donc il y avait aussi ça. On avait la table de mix sur la scène et on gérait nous-mêmes. Ah oui, on était dans ce mood-là, ouais. Donc ouais, c'est important d'être quand même entouré dans ce milieu-là de personnes avec qui il y a un feeling, il y a une connexion. Mm-hmm. Et du coup, tu stresses encore avant de rentrer sur scène. Qu'est-ce qui te... Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça a été variable parce que plein de projets dans tous les sens, mais je dirais que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. Avec maintenant, ces dernières années, quand même, ça a pris beaucoup plus de place qu'avant. Et je stresse de manière variable. Ça dépend vraiment d'à quel point je suis prête, si je fais quelque chose avec lequel je suis super à l'aise, je connais mon texte super par cœur. Et, si les gens, enfin le contexte de l'événement, il y a plein de trucs qui vont faire que ça va être... Il y a des fois où je suis complètement paniquée, il y a des fois où j'ai l'impression que je vais boire un café avec une pote. Enfin, c'est vraiment... les deux extrêmes peuvent arriver, quoi. Ok. Tu doutes pas de toi, de ta performance ? Je suis pas toujours en super confiance de base. Après, très souvent, même pendant, je me dis... Tu vois, j'ai souvent cette impression que... Ah ouais, là, c'était une note un peu bleue, là, ceci, là, cela. Et de plus en plus... je pense qu'il y a eu plein de fois où en fait c'était pas complètement prêt et du coup j'avais ce regard très critique parce que mine de rien on n'est pas juste en train de s'amuser, on est en train aussi de proposer un truc, on a envie de faire ça bien, quoi. Mais de plus en plus maintenant je me rends compte que c'était vraiment pas grave, quoi, tu vois. Quand je réécoute derrière je me dis moi ça va, et surtout en fait l'important finalement c'est surtout que la sauce prenne. Hier vraiment on se disait ça, et plein de fois tu sens que le moment où ça prend avec les gens, quand l'écoute est là, quand il y a un truc qui se passe, finalement c'est plus important. Si on voulait faire un truc parfait, on ferait que des trucs en studio. Le live il est fait d'un bruit, d'une porte, un truc en fait t'es un peu enrhumé jour-là et voilà, et on pourra pas retoucher ou la refaire, en fait elle est comme elle est. Ouais. Il y a pas de prise. C'est le direct. Ouais. Ouais. Et du coup tu disais tout à l'heure j'ai pas l'habitude de m'amuser sur scène quand on parlait avec Ismaël. C'est lié à tes textes, j'imagine, parce que il y a quand même un reflet assez sombre sur tout ce qui passe actuellement et depuis quelque temps sur Terre. Est-ce que ça te donne envie justement de parfois changer un petit peu de point de vue, faire autre chose, des choses un peu plus décalées par rapport à ça, tu vois, contraster? Ouais. Oui, je sais pas, j'ai l'impression que s'il fallait dire un truc, il faut dire un truc qui va servir à quelque chose, quoi. Et donc venir parler de moi, si ça peut pas du tout faire écho aux gens et voilà, enfin je vois pas vraiment l'intérêt. Et je pense que moi-même, si je me retrouve dans un concert où la personne elle fait 10-20 chansons à parler d'elle, il y a un moment où j'ai l'impression qu'en fait elle s'adresse pas à moi et au monde, quoi. Enfin donc ouais, j'ai l'impression que c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter, mais je sens bien que parfois du coup c'est pas un truc qu'on va faire à une fête foraine. Enfin je vais pas proposer ça non, c'est pas le contexte du tout. Ouais. Mais tu vois, t'as partagé je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui la fin d'un événement qui a fini en karaoké. et pourquoi pas parler de ça, tu vois, justement parce que juste avant, t'as fait une performance, t'as fait quelque chose, j'imagine. Ouais. Et tu vois, il y a eu un contraste pendant ce même événement. Mais même pendant le concert, en fait,
le set, j'essaie de le construire pour que on passe de la voix parlée à chanter. On alterne un peu, mais qu'en fait aussi au niveau de l'énergie, les trucs les plus motivants, ils arrivent à la fin. Oui. Parce qu'au début, il y a beaucoup d'écoute et puis qu'il faut un peu rassembler tout le monde. Et puis l'idée, c'est qu'on ne descende pas trop, enfin qu'on aille plutôt en crescendo, quoi. Et donc là, ouais, c'est parti carrément. C'était karaoké, soirée dansante. Et c'était plus que on le ferait. Nous, maintenant, on veut s'amuser. On le ferait pas comme ça. Là, le contexte, il fait que les personnes qui étaient là, après ça, elles vont retourner dormir dehors dans la rue. Ouais. Donc il y avait un besoin. Moi, je ressentais vraiment un espèce de besoin de se défouler. D'extérioriser. Et l'ambiance au début, c'était tout l'inverse, c'était super tendu. Tout ce que je disais, je sentais que ça faisait écho, mais que je devais faire attention parce que je touchais vraiment des trucs très très sensibles. Où moi, je sais que ça me toucherait fort, mais que ça n'a même pas la même résonance pour la plupart des gens qui vivent ce qu'elles sont en train de vivre. Ouais. Mais du coup, tu vois, je me dis, tu fais beaucoup de choses qui rassemblent. Et ce rassemblement, moi, je le trouve hyper positif, tu vois. Alors, dans des contextes difficiles et qu'on ne souhaite à personne, ça c'est clair et net. Mais il y a quelque chose de beau dans tout ça. C'était beau. C'est des belles actions, c'est des beaux événements, ça rassemble. Et ouais, après c'est mon avis personnel, hein, ça veut pas dire que... Voilà, mais je trouve que ce rassemblement, c'est quelque chose vraiment à mettre en avant. En fait, c'est un truc positif, c'est la lumière dans l'obscurité, tu vois, un petit peu, je trouve. Ouais, même ce que tu dis sur rassembler, j'ai l'impression que finalement, c'est l'enjeu commun dans tout ce que je fais, c'est d'essayer d'aller au-delà de tout ce qui nous divise, parce que ce monde, il ne fait que ça, sur plein de critères différents. Ça va être l'argent, ça va être le genre, ça va être l'origine, ça va être... Il y aura toujours quelque chose pour nous mettre les uns contre les autres. Et moi, j'ai l'impression que mon enjeu, c'est de dénoncer, clairement. C'est pas dire on est des bisounours et on s'aime. C'est pas vrai, en fait, dans la vraie vie. Il y a des inégalités, il y a des oppressions. Hein. Mais par contre, en fait, elles sont souvent basées sur des choses qui sont complètement fake. Enfin, la frontière, on en parlait hier, on avait envie de symboliser ça. Une frontière, ça a quand même été un moment dessiné par quelqu'un, à part justement les trucs un peu naturels, t'es sur une île ou quoi, mais la plupart des lignes, il y en a même qui sont toutes droites. Tu vois bien que ça a été tracé à la latte sur une carte qui est même pas aux bonnes proportions, parce qu'en plus ils avaient envie de faire croire que le reste du monde était tout petit et qu'on était au milieu. Enfin, donc il y a tellement de choses fausses qui sont là pour nous diviser que se rassembler, déjà même être dans la même pièce, parfois c'est effectivement déjà faire quelque chose, quoi. Ouais. D'autant plus si on mélange des gens qui sont pas souvent ensemble, quoi. Ouais. Et du coup, donc, on va parler un petit peu au global de tout ce que tu fais. Tu fais du slam, tu fais de la musique, donc tu es musicienne, tu as écrit Bris de verre, tu es dans l'association là où on se trouve actuellement. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je suis un peu dans des collectifs à côté, mais parfois il y a des choses que je sais pas trop si j'y suis en tant qu'artiste, en tant que travailleuse. Il y a un peu mais il y a des projets qui existent indépendamment de moi, où j'essaie de filer un coup de main comme je peux. Ouais. Et il y a quelque chose que tu préfères dans tout ça ? T'as un petit ordre de préférence ou Pour l'instant, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire passer en premier, parce que ça a été beaucoup mis de côté, c'est ce projet artistique, où avant c'était un peu le truc que je faisais à côté, et que je sens que c'est ce qui m'épanouit le plus dans le caractère. Tu donnes de l'énergie, mais ça te nourrit. Je sens que c'est vraiment le truc qui me motive à fond. Et puis il se passe quelque chose pour l'instant avec ça aussi. Ça a pris. Il y a plein de connexions qui se font, il y a plein d'événements qui tombent et c'est super stimulant pour moi. Donc vraiment le slam du coup. Ouais, le slam et la musique et l'écriture et le projet artistique, moi je le mets un peu au sens large, mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est pas tellement divisé tout ça, parce que ce qui fait que je me sens moi-même dans tous ces projets, même s'ils sont un peu éclatés dans tous les sens, c'est que pour la peut-être première fois de ma vie, ils sont tous à la croisée des questions militantes et de l'art.
Et j'ai vraiment l'impression que autant en tant qu'artiste, j'arrive à ramener la politique au milieu de ce que je propose, autant dans mon boulot, en fait, l'outil artistique est omniprésent et on fait du social, on fait de la politique, on milite très active, très concrètement à travers les ateliers créatifs qu'on donne, les événements culturels qu'on organise. Et du coup, dans les deux cas, je me sens unifiée alors qu'avant c'était des choses séparées dans ma vie, quoi. Ouais, tout est cohérent en fait. Au final, tout est sur le même fil rouge. C'est l'impression que j'ai eue. Et Bris de Verre, comment c'est né? Bris de Verre, ça rassemble des textes qui ont été écrits très très récemment et des textes qui datent d'il y a super longtemps. Donc c'est vraiment purement un recueil de textes. Comme au sens très large de recueil de textes. Ça n'a pas été écrit comme certaines personnes vont travailler sur la rédaction de quelque chose. Là, on a essayé de choisir qu'est-ce qu'on va garder dans tout ce fatras de textes. Il y avait des textes de chansons, il y avait des petits bouts, des petits bris de vers, ce que j'appelais déjà des bris de vers à l'époque, qui étaient juste une petite phrase écrite comme ça. Et l'envie, c'était déjà d'avoir un objet, parce que souvent après les concerts, avant, ce qui se faisait, c'était de vendre un CD. Je dis avant, il y a encore des gens qui le font, mais quand même, ça se fait moins parce qu'il y a plein de gens qui n'utilisent plus le CD. Et non seulement ça fait un peu l'outil à pouvoir partager, que les gens puissent partir avec, puisque les gens me demandaient de plus en plus, mais aussi il y a le côté... il y a des textes que quand tu les entends en chanson, tu les écoutes pas pareil. Et il y a des textes que je chante pas, parce que c'est pas du tout des chansons. Donc comme je commençais à avoir de plus en plus cette écriture plus poétique et qu'il n'y a pas d'autre occasion de la découvrir, parce qu'il y a même des textes que je slame pas. Du coup, c'était aussi cette envie-là de pouvoir partager ça. Ouais, quand je l'ai lu, il y a un des textes, je me suis mis mes petites notes dedans. Je t'en prie. C'est Le réveil sonne, justement. Et je me suis dit, mais... C'est celui que j'ai fait avec Isma, dont je te parlais tout à l'heure. Bien sûr, mais en fait, j'ai pas capté sur le coup. Et je l'ai lu, et moi, j'aime bien les contrastes. Et clairement, là, c'est le contraste. Et il m'a parlé parce que souvent, quand je pars en vacances, je voyage, je vis le moment, et quand je rentre, j'ai l'impression de laisser une deuxième vie, en fait, là où je suis partie en voyage. Donc, souvent, là, comme je suis allée en Égypte il y a 2 ans maintenant, je me dis, là, actuellement, je suis en train de manger tranquillement, mais je sais qu'au niveau des tombeaux que j'ai visités, il y a des poubelles qui se remplissent, qu'il y a des gens qui vont servir dans les poubelles pour pouvoir manger, nourrir les chiens errants. Et tu vois, et ça m'a fait écho, du coup, ce texte-là. Il y a juste les textes c'est en espagnol que j'ai pas lu. J'ai fait allemand au collège en France, donc je parle pas espagnol. Je me suis dit, je vais prendre le temps de faire la traduction posément. Mais du coup, ouais, c'était marrant parce que vraiment, pour revenir au texte que tu as fait sur scène avec Ismaël, je me suis dit, mais j'ai déjà le texte en contraste. Moi, j'adore ça. Et j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu. En fait, ça a résonné. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai pu l'entendre? Donc après, c'est en réfléchissant, je me suis dit, ah bah oui, à la Faune. Donc je suis allée rechercher les vidéos de la Faune pour être sûre. Et j'ai fait, mais tu sais que moi, j'ai pas ces vidéos. Tu les as? Je les ai retrouvées sur les réseaux, ouais. Alors moi, je les ai pas, mais je peux t'envoyer les liens, ouais. Ah ouais? Je sais pas si je les ai eus, en fait. Ouais, ça m'intéresserait. Mais du coup, ouais. Et en plus, on me voit sur la vidéo aussi. Enfin, une des vidéos, pas pour ce texte-là. Et c'était marrant, en fait, ça m'a replongé il y a 2 ans, du coup, maintenant, en arrière. Et je me suis dit, mais c'était il y a 2 ans, et en fait, c'est encore vrai. Je trouve qu'en fait, c'est ce que j'ai ressenti dans la lecture, c'est que c'est vrai depuis toujours, et j'ai malheureusement l'impression que ce sera toujours vrai, en fait, tu vois, tout ça. Ce soir, c'est encore vrai, et je rajoute à ce que tu dis que malheureusement, il y a un peu moins le côté... j'ai presque envie de dire buzz, tu vois, qu'au début, tout le monde en parlait. Et puis, en même temps, il se passe beaucoup de choses, donc il faut un peu réagir à tout. Et c'est dur d'être sur tous les fronts en même temps. Mais moi, je ressens qu'il y a encore vraiment un besoin de continuer à en parler. Là, ce soir, on a un événement... J'étais invitée pour aussi... à mon avis, je ferai notamment ce texte-là aussi, d'ailleurs.
pour récolter des fonds, parce qu'en fait, même si demain on arrête de bombarder la bande de Gaza, les besoins là-bas sont immenses. Et donc, il faut surtout pas se dire ça va mieux et on peut passer à autre chose. Il n'y a plus de bombes qui tombent, c'est ok, tout est reconstruit du jour au lendemain. Quoi. Et en plus, il n'y a pas plus de bombes qui tombent, donc c'est pas du tout fini. Après, c'est pas fini là, il y a tellement d'autres endroits dans la région qui sont touchés, il y a d'autres endroits dans le monde. Au Congo, c'est horrible ce qui se passe, au Soudan aussi. Enfin, il y a la dichotomie dont on parle, elle tient aussi un peu au fait qu'on regarde pas trop. Et on a un peu cette tendance ici pour pouvoir continuer à être heureux, à ne surtout pas trop en parler, et à pas vouloir casser l'ambiance. Et alors qu'en fait, même ici, quand tu vas au SAMU, moi je bosse avec des centres faits d'asile, avec il y a des problèmes, il y a plein de gens qui vivent des situations complètement inhumaines sans aller plus loin que le coin de la rue. Enfin, ici, il y a vraiment beaucoup de sans-papiers qui sont aussi sans-abri. C'est un quartier, je crois qu'il faut faire un effort considérable pour pas regarder, pour pas le voir. Pour pas le voir. Il y a une différence entre regarder et voir. Ouais. Totalement. Et tu penses pas que, parce que comme tu disais, il y a eu un coup de buzz. Est-ce que les gens veulent plus voir pour se protéger un petit peu aussi, tu vois, mentalement, je pense, ou est-ce que les gens sont blasés? Tu vois, moi, je me suis posé la question. Est-ce que c'est vraiment de l'autoprotection, tu vois, j'arrête de regarder les médias, j'arrête de regarder ce qui se passe dans le monde parce que ça me fait trop mal, ou j'arrête de regarder parce que de toute façon, c'est toujours pareil? Il y a des gens pour qui c'est trop dur, qui n'arrivent pas émotionnellement. Après, je pense que pour personne, c'est facile. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de gens pour qui c'est dur, mais qu'on continue. Et c'est horrible. Et puis, on peut aussi décider de doser. Ou, par exemple, moi, j'ai mis en place un truc pour que mes algorithmes arrêtent de montrer. J'ai un texte qui s'appelle il y a des enfants morts dans nos téléphones. J'avais un moment où pour moi c'était plus vivable d'ouvrir mon téléphone et d'avoir d'office presque systématiquement des images vraiment complètement traumatisantes, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce besoin de plus voir au quotidien la mort vraiment en direct, streaming là. Mais voilà, ça peut aussi être, je veux pas voir d'images horribles, mais quand même je veux continuer à être conscient et continuer à faire en sorte qu'on se bouge. On peut pas faire semblant de pas être au courant. Non. Dans tous les cas, même si moi, tu vois, chez moi j'ai pas la télé parce que je trouve que c'est hyper anxiogène, mais il y a les réseaux. Et tu vois, t'as toujours, et puis si t'as pas les réseaux, tu vas avoir des gens autour qui vont en parler. Si t'as pas les gens autour, tu vas avoir des choses affichées à droite à gauche. Enfin, tu peux pas ne pas voir. C'est ce que je disais, la différence entre voir et regarder, en fait. Donc pour moi aujourd'hui, vu la place des médias dans le monde, on est obligé de voir. Ouais. J'ai l'impression que ça se banalise, ça devient limite une normalité, et que du coup les gens s'intéressent moins, et que c'est de plus en plus difficile du coup de sensibiliser. Moi j'ai l'impression que c'est aussi un défi à relever. Je crois que la société, elle va nous pousser à être égoïstes. Tu vois que c'est vraiment la valeur centrale sur laquelle ce monde repose, qui va te construire l'idée que pour que ta vie soit belle, en fait, c'est au détriment des autres, parce qu'il y a des gens qui réussissent, mais il y en a qui réussissent pas. Et tout ce système un peu produit de l'égoïsme. Et du coup, pour ramener de la solidarité, le fait d'avoir conscience qu'on a besoin que tout le monde aille bien pour aller bien, et toute cette démarche-là, je crois que c'est un vrai boulot. Et avec l'artistique, j'ai l'impression que je peux m'adresser même à quelqu'un qui est à la base pas forcément d'accord avec ce que je veux dire. Ouais. Que je vais m'adresser à un autre
l'émotion que ça va pouvoir produire chez quelqu'un va faire que peut-être qu'en fait ça va le toucher, ce sujet-là. Que si j'avais dit non mais t'as pas raison, t'as tort de pas te bouger là-dessus, déjà je rentre déjà dans un truc conflictuel où qui a raison, qui a tort, quoi. Ouais. Et la musique, tu penses que ça peut aider? Ouais. Tu vas parler à quelqu'un, comme tu me disais, qui est pas forcément d'accord avec toi. Il va être dans un mood, on est en train de débattre. Tu vas sur une scène avec de la musique, il va être sur un mood, j'écoute. Ouais. Et tu vois, et je pense que du coup, l'impact, il est pas pareil, parce que la personne, elle est plus apte à recevoir ton information. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense que du coup, tu peux avoir plus d'impact avec le côté artistique, tout en unifiant avec tous tes textes, etc. Ouais, il y a vraiment ce côté. C'est pas un débat où tu dois me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Et je m'adresse pas forcément à ton cerveau aussi. Ouais. Et je crois que c'est un peu la clé, parce qu'en fait, tout ce qu'on a ingurgité comme propagande de droite là, qui nous divise, c'est quand même fort basé. C'est un peu comme tu t'es accro à la clope, tu t'es construit une idée qu'en fait sans tu t'en sors pas, quoi. Et qu'à un moment il va falloir déconstruire la merde qu'on a mis dans ton cerveau ou que tu t'es mis dans ton cerveau. Ouais. Et ben, pour moi, pouvoir dire à un moment, en fait, je m'adresse pas au petit monstre là-haut qui croit qu'il a raison de penser que les autres c'est des profiteurs, tu vois. Je m'adresse pas à ça. Je viens te montrer qu'est-ce qui moi me touche et pourquoi je suis émue quand je suis face à cette situation-là. Ça veut pas dire que je te demande de comprendre toute la situation ou de commencer à prendre une position. Ça veut dire que je te demande, en fait, est-ce que tu te rappelles encore que t'es un être humain? Ouais, c'est ça. Et que lui aussi, en fait. Ou qu'elle aussi. Et que l'empathie, ce serait bien que ça fleurisse un peu plus chez certains. Du coup, on va parler un petit peu de l'asso. Du coup, la SBL, elle s'appelle Interpol. Entre les pôles, parce qu'en Belgique, Interpol, c'est la police des polices, donc c'est Interpol, c'est un jeu de mots qu'on doit porter maintenant, parce qu'il y avait vraiment cette idée aussi de travailler sur pôle Nord, pôle Sud, et c'est né dans un quartier populaire à grosse majorité issu de l'immigration ici à Bruxelles. Et au départ, c'était un groupe de jeunes dont moi je faisais partie, où on se réunissait dans une cave pour faire du théâtre. Ça, c'est le départ, quoi. Et puis petit à petit, il y a une reconnaissance en maison de jeunes. De la maison de jeunes est né en même temps un projet avec le groupe de théâtre et d'autres projets, de plus en plus de projets artistiques pour lesquels on a eu la reconnaissance de centre d'expression et de créativité que moi gère maintenant. Et il y a eu aussi tout un projet de soutien scolaire qui maintenant est devenu une école des devoirs. Donc, Sasso a vraiment grandi et s'est développé. Il y a eu aussi des cours d'alpha. Il y a un projet avec les femmes pour lequel on aimerait être reconnu en éducation permanente. Donc, en fait, ce petit groupe dans une cave est devenu quand même relativement gros asso qui existe depuis 20 ans maintenant. Et la partie que je gère, c'est donc CEC, Centre d'expression et de créativité. La base, c'est surtout des ateliers artistiques. Et puis alors, on peut faire des projets issus de ces ateliers. Nous, il y a beaucoup de projets qui ont lieu sous forme d'événements, mais il y a aussi des projets du style édition, création d'outils, d'œuvres, etc. Et en fait, notre particularité par rapport à plein d'autres CEC qui existent, c'est qu'on n'est pas axé sur une discipline artistique, donc on est pluridisciplinaire, ce qui est assez rare finalement, parce que la plupart, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, l'école du cirque ou la chorale, tu vois, qui vont se faire reconnaître parce qu'en fait, ils ont une pratique en commun. Nous, on n'a vraiment pas une pratique, on utilise un peu tout ce qui nous passe sous la main et on met à disposition ce qu'on sait faire aussi. Et alors aussi, l'autre particularité, c'est que la plupart des CEC vont s'adresser à un public précis. Ça va être très souvent des enfants pour de l'extrascolaire, quoi, activités hebdomadaires ou stages ou quoi. Ou parfois ça va être les femmes du 3e âge qui veulent se réunir pour faire de la poterie. Nous, en fait, on a le choix qu'on a fait, qui était déjà un peu présent avant que j'arrive, mais qui s'est vraiment clarifié et que moi j'avais vraiment mis très fortement en place depuis mon arrivée, c'est de bosser quasi exclusivement qu'avec des personnes soit de sans-papiers, soit de demandeuses d'asile.
qui est pas du coup un groupe homogène. Il y a des enfants, il y a des ados, MENA, mineurs non accompagnés. On a un groupe de femmes. On a après des projets mixtes avec des publics mélangés. Je dis public, mais j'aime pas trop ce mot. Pour moi, le public, c'est ceux qui regardent et pas ceux qui participent. C'est les participants, mais comme on appelle ça dans les dossiers, c'est toujours public. J'ai tendance à faire l'erreur aussi. Mais par contre, on n'a pas fait le choix des âges, mais on n'a aussi pas fait le choix de quel statut. Justement pour dépasser un peu ce côté, ce que l'État va pouvoir faire de, toi, t'es demandeur d'asile, t'as accès à un toit chez Fait d'Asile et là. Nous, on bosse avec tout le monde, en fait. Du coup, on travaille en partenariat avec des structures comme Fait d'Asile, avec lesquelles moi je suis en désaccord profond sur beaucoup de choses parce que c'est la structure officielle de l'État qui applique une politique avec laquelle je suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Et puis on va bosser aussi avec des squats. Il y a des gens qui sont totalement sans papier, des gens qui sont en procédure, des gens qui sont demandeurs d'asile, même des gens qui ont déjà eu leur papier mais qui continuent à être actifs. Donc on intervient en fait un peu au-delà de justement c'est quoi le papier, c'est quoi ton statut, en fait on s'en fiche quoi. Ouais, c'est l'humain. Nous on a envie de passer au-dessus de ça et du coup de passer aussi au-dessus de quelle est la structure qui fait que tu as un toit au-dessus de ta tête, puisque quand même globalement on bosse qu'avec des gens qui ont déjà un toit sur leur tête, même si c'est des toits très précaires, etc. On a essayé de le faire avec ceux qui sont vraiment à la rue, mais c'est très compliqué parce qu'il y a d'autres urgences mais voilà, ça c'est un peu la description dans les grandes lignes de cette structure. Et tout ce qui est activité et événements, donc comme tu disais, tu vas pas te cantonner à une activité précise, une expertise précise. Comment ça vient les idées? C'est plus quelqu'un qui va décider, tiens, j'ai envie de faire un atelier sur telle thématique, ou alors c'est aussi à la demande? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir aussi des demandes. Moi, j'aimerais bien faire telle ou telle chose. Ou comment ça s'articule du coup le choix en fait, tu sais, des activités, des événements, tout ça. On a un peu plusieurs dynamiques différentes en fonction avec qui. Par exemple, avec les groupes de MENA. Les jeunes, ils sont dans des centres, les centres avec lesquels on bosse, parce qu'il y a d'autres types de centres. C'est les centres où ils sont là pour une petite période, le temps qu'on vérifie, que l'État vérifie s'ils sont mineurs. Et du coup, s'ils leur demandent d'être connus comme mineurs et avoir la protection, etc., accepter. Okay. Et donc, ils font un horrible test des os qui va qui va mettre officiellement une case oui, non. Est-ce qu'ils sont des os? Ouais. Je n'ai jamais voulu savoir. Je suis sûre qu'il y a moyen de trouver cette information, mais en fait, rien que le concept me rebute complètement. Donc, je n'ai même pas envie de savoir comment ils font pour vérifier si un os est mineur ou majeur. On sait en tout cas que c'est globalement pas tout à fait fiable, que de toute façon, ça dépend beaucoup ça dépend de plein de facteurs et que dans tous les cas, rien que le fait que tout le monde n'est pas accueilli, moi déjà de base j'ai un problème avec ça, donc déterminer sur base de la taille d'un os si quelqu'un va avoir droit à un petit peu plus de protection et d'accueil parce qu'il est considéré comme mineur, enfin voilà. Donc moi je m'arrête à savoir que ça existe et avec tout le dégoût que ça provoque en moi. Mais du coup ça a comme conséquence qu'en fait les jeunes avec lesquels on bosse, ils sont très peu de temps dans le centre. Et du coup, toutes les tentatives qu'on a essayé de mettre en place pour décider avec eux quelles activités on met en place, c'est très compliqué. Parce que c'est pas les mêmes qui viennent d'une semaine à l'autre. Et ils peuvent pas continuer même s'ils sont plus dans le centre? On a essayé de garder contact avec certains jeunes, mais parfois ils sont transférés à Herbemont, de l'autre côté. Une fois qu'ils ont la décision, ils sont transférés vers un centre ou un autre en fonction du oui, du non. Mais du coup, en général, on perd contact avec eux quand ils partent. Parfois, on a encore contact un peu parce qu'il y a certains projets qui font qu'on a échangé les numéros. Mais par contre, on essaie de construire les activités d'une manière où chaque activité est pertinente, même si quelqu'un vient qu'une seule fois, tout en ayant des projets qui se construisent sur plusieurs. Donc, on fait des cycles. On propose maintenant des cycles d'1 mois. Donc, si quelqu'un vient tout le cycle, il va faire un processus un peu de A à Z. Si quelqu'un vient qu'une seule fois, il va vraiment découvrir une technique. Et du coup, on les sent à chaque fois au maximum ouverts. Par exemple, on va proposer une technique, mais on va laisser ouvert le verre. On va essayer de trouver un processus créatif commun avec le groupe au moment même. Mais
Ouais, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, de comment on construit des choses avec le critère de la langue, tu vois. Il y a plein de gens qui parlent pas français. Enfin, on a beaucoup de difficultés réelles qui sont là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font ce qu'on fait. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un groupe à l'année que tu connais, qui sont inscrits, qui peuvent même participer financièrement, parce que nous, on ne peut pas les prendre dans la poche des participants pour avoir plus de revenus, donc on est un peu avec les limites de ce qu'on a comme budget. Il y a plein de choses où on sait que on s'adapte parce qu'on pense que c'est important de le faire quand même, quoi. Et puis il y a d'autres projets où on est plus en soutien des choses qui existent, que ce soit par exemple avec La Voix des Sans-Papiers, qui est un collectif par des sans-papiers qui sont auto-organisés, et là nous on vient vraiment en allié, donc on vient pas proposer des choses, au contraire on vient en soutien avec, on peut mettre à disposition du matos, des compétences, mais on vient surtout pas dire qui doit préécrire le projet. Au contraire, on vient apprendre à arrêter de penser qu'on sait ce qu'il faut pour eux, tu vois. Enfin, un des projets sur lesquels moi je participe, c'est créé par des artistes qui en ont marre qu'on vienne leur proposer des sollicitations de viens témoigner pour mon livre parce que j'ai envie de pouvoir rendre visible votre réalité, et qu'en fait ils ont ça en permanence, ce genre de sollicitation, et que c'est plus ok pour eux de raconter leur histoire sans être rémunérés, en ayant face à eux quelqu'un qui croit déjà savoir ce qu'ils doivent dire ou pas. Voilà. Et du coup, c'est très différent les dynamiques en fonction des projets et des partenaires. Après, il y a des trucs qu'on décide clairement. Par exemple, moi, j'ai envie que la maison d'édition qu'on a dans le CEC produise au moins un livre par an, et donc chaque année, on bosse sur un bouquin. Ça, je sais que du coup, dans l'année, je vais faire en sorte qu'il y ait du contenu qui va aller vers l'édition. Donc voilà, c'est toutes des dynamiques qui coexistent. Et comment tu peux organiser ça du coup ? Parce que comme tu dis, personne d'autre le fait parce que c'est compliqué. Il faut s'adapter à la durée de présence des personnes, aux besoins des personnes, etc. Tu vas avoir des personnes qui vont être là, je vais dire des choses au hasard, mais pendant une semaine, une autre pendant un mois, pendant 2 mois. Comment t'articules ça ? Enfin, ou vous articulez ça, j'imagine que t'es pas toute seule. Ou peut-être que si. Au quotidien, non. Moi, j'anime presque plus. J'ai une animatrice qui, malheureusement, pour les réalités financières, j'ai pas de CDI. On travaille avec des articles 60 qui sont des aides à l'emploi d'insertion professionnelle. Donc, c'est des contrats d'1 an. Et donc, pendant 1 an, on crée une dynamique commune, et puis après, j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive, on doit recréer. Mais globalement, quand même, ça veut dire qu'on est à 2, et on réfléchit au maximum à 2. On travaille avec les partenaires quand même aussi, pour essayer d'avoir leur retour, leur input. Il y a des trucs qu'on sait qui marchent et qu'on continue, et puis il y a d'autres choses, on réadapte tout le temps un peu aussi. Il faut s'adapter aussi aux compétences de l'animatrice, puisque au niveau des disciplines, par exemple, tout le monde, j'engage des artistes qui savent animer, c'est déjà pas rien de trouver quelqu'un qui est artiste, qui sait animer. Il faut quand même quelqu'un qui soit un minimum ok sur les valeurs de base, parce que sinon ça va pas aller. Et en fait, du coup, je cherche en général une perle rare, parce qu'en plus, il faut que administrativement, elle soit dans des conditions qui permettent que je l'engage en passant par ce dispositif-là. Donc, j'ai toujours eu de la chance pour ça. Mais c'est vrai que du coup, le temps que la personne connaisse vraiment bien tous les enjeux, les partenaires, et en général, on arrive quand même au bout du contrat. Et donc, ouais, je suis quand même si je suis pas seule, sur le long terme de la vue un peu globale, sur le terrain, je suis seule. Après, l'équipe de l'ASBL est un peu plus fixe. Et je sais qu'avec mon directeur, quand j'ai des gros enjeux, je peux l'appeler et on en parle ensemble. Ouais, parce qu'1 an, c'est court. Ouais. Parce que t'as à peine, je trouve, le temps de comprendre les enjeux, de vraiment t'intégrer dans la structure, dans l'organisation de la structure en elle-même, etc. Et du coup, tous les ans, tu dois, entre guillemets, reformer une personne sur tout ça et recommencer. Mais c'est horrible pour nous, parce que vraiment, il y a un enjeu de formation qui est au moment où la personne est formée, effectivement, c'est un peu le moment où elle s'en va. En même temps, c'est le but de l'insertion professionnelle, qu'elle reparte avec des compétences en plus et tout. Mais par rapport à notre structure, c'est vraiment dommage. On passe presque
plus de temps à former qu'autre chose, quoi. Et qu'en général, elles sont passées au-dessus des difficultés aussi. Donc, elles commencent à prendre du plaisir, à sentir qu'elles font du bon boulot. Et donc, en général, c'est très frustrant pour elles aussi. Bien que, en général, comme c'est des artistes aussi, elles ont aussi très souvent envie de développer leur propre projet artistique. Ouais. Et c'est clair que le temps qu'elles passent ici, elles ne passent pas toujours à pouvoir vraiment développer ça à fond. Donc, même si on essaie de tenir compte de ça, parce qu'on est tous... moi aussi, je suis artiste à côté, donc on en tient compte pour essayer d'organiser le boulot pour que ce soit compatible. Mais c'est... c'est la réalité du monde du travail, l'horrible réalité, c'est que même quand tu veux faire les choses humainement bien avec l'éthique, en fait, comme on est sous-financé, on est obligé d'avoir de l'emploi précaire, alors que moi, il n'y a rien qui me rebute plus que de me dire que j'utilise ce genre d'outils, même si... j'ai pas le choix, tu vois. Mais je travaillais en syndicat avant, quand j'étais dans ce truc plus militant pur, et je vois bien à quel point tous ces petits contrats, tous ces trucs, c'est quand même du détricotage à plein d'endroits des droits sociaux, c'est des contrats qui sont précaires, etc. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas les vrais moyens de notre action. En fait, on fait ce que l'État n'arrive pas à faire avec des sous-moyens. Là, ils vont nous en enlever encore plus. Donc, a priori, on va devoir faire avec encore moins. Et il n'y a pas moins de boulot, au contraire. Il y a plus parce qu'il y a plein d'autres structures qui sont sous-financées. Il y a des choses qui étaient gérées par l'État qui ne vont plus être gérées parce qu'ils ont changé leur politique. Et du coup, je te le partage parce que je crois que c'est un peu à la croisée justement de l'asso et de mon réseau perso Slam. Là, une dynamique qu'on lance avec le local à côté dans lequel on fait nos activités, c'est que au lieu d'aller chercher des sous chez les gens et de commencer à louer ce local pour avoir des entrées, moi, je suis en train de mettre en place un réseau de solidarité avec les gens qui ont besoin de lieux parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer. Et pour pouvoir mettre en commun les actions. Parce que moi, avec les moyens que j'ai, je ne sais pas développer... payer des gens pour toutes les actions. Et du coup, en fait, c'est un réseau d'entraide. En fait, on sort de l'aspect financier de tout ça, parce qu'en fait, personne ne s'en sort. Et par contre, voyons qui sait faire quoi, qui a quel outil. Du coup, là, moi, j'ai un local. Donc, il y a plein de gens qui répondent. Donc, il y a des collectifs qui vont commencer à faire des activités ici, qui ont commencé même certains... C'est un peu comme du troc, au final, du troc de compétences. Échange de services. Ah on va revenir à l'ancienne. Hein. C'est vraiment ça. Là, on n'a pas trop le choix. Parce que sinon, on ne va pas arriver à continuer à faire ce qu'il faut faire. Et les besoins sont de plus en plus grands. Donc, si on lâche si on n'arrive pas à le faire, ça va aggraver la situation. Parce que c'est comme un espèce de château de cartes qui s'écroule parce que tout le monde est dans la merde. Donc, on va demander plus d'argent à son voisin qui lui-même a... Donc, en tout cas, dans les institutions, on est tous imbriqués. Là, l'aide à l'emploi dont je te parle, ça passe par les CPS qui cofinancent le truc, du coup. Et là, il y en a certains qui nous ont déjà dit ça va coûter le double ou le triple à partir de l'année prochaine. Mais nous, on ne peut pas se permettre, en ayant moins d'entrées, d'avoir du salaire qui est plus cher. Et tu vois, justement, je trouve que c'est important aujourd'hui de remettre l'humain au centre de tout. Ouais. Donc... c'est pas gagné, hein, parce que comme tu dis, on demande toujours plus en donnant moins, et c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que oui, c'est bien ce que vous faites, continuez, faites-en même plus. Par contre, nous, on vous donne moins. Voilà. Et bonne journée, salut. Et les taux se resserrent. C'est ça. Mais du coup, ce qui est beau, c'est que ça, dans tout ce merdier, ça crée des idées, des rassemblements, des solidarités. Après, tu me diras, on n'a pas le choix, de toute façon, très clairement. Mais ça, c'est des choses qu'on pourra pas enlever à l'humain, quoi. Oui, même au-delà de la solidarité et de l'entraide qui naît de ça, je crois que même le fait de plus accepter... Il y a beaucoup de gens qui ont besoin que ça devienne vraiment grave ici pour eux, pour se bouger. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur je regarde pas, à un moment, en fait, si ça commence à t'impacter de partout parce que la crèche est fermée, parce qu'il n'y a pas assez de puéricultrices, les conséquences, elles commencent à impacter tout le monde, même les gens qui ont les moyens.
parce que personne ne vit sur une petite île complètement isolée. Les gens qui ont les moyens, en général, ils vont toujours s'en sortir. Mais la grosse majorité des gens qui, en fait, pensent que eux, ça va, mais ne sont pas non plus... mais t'es pas à l'abri. Hein. Ouais. T'es jamais parce à l'abri. Parce que si tu regardes de manière méta qui profite du système et qui, finalement, doit travailler pour que ce système existe. En fait, la grosse majorité des gens, même ceux qui ont un bon salaire, font partie de ceux qui travaillent. Enfin, tu vois, ce que Marx analysait il y a super longtemps avec la petite bourgeoisie qui pense que ça les concerne pas. En fait, on en est encore là où il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les enjeux sociaux ne les concernent pas, mais in fine, ils ne font pas partie des gens, du petit pourcentage de gens à qui ça profite vraiment. C'est vraiment une toute petite minorité qui fait croire à d'autres que, en fait, c'est mieux pour eux aussi parce qu'ils vont y gagner, ils vont avoir un bon salaire, etc. Mais en fait, c'est pas eux qui profitent réellement. Ils travaillent aussi à faire que le système continue à exister. Et c'est pas de façon générale, pas que dans l'assaut. La question, ça va aussi concerner tout ce qui est le slam, la musique, l'artistique. En tant que femme, est-ce que ça n'a pas été compliqué ? Du coup, pour remonter à la cave dans laquelle on faisait les répètes de théâtre, à l'époque, j'étais la seule fille. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était un vrai enjeu. Bon, j'étais ado, hein, donc on ne parle pas de... C'est pas du tout le même contexte. Mais ça n'empêche que pour moi, à ce moment-là, être une fille, c'était facteur d'exclusion, et je devais me battre pour avoir ma place, que ce soit dans ce groupe de théâtre, mais après je faisais du foot. Enfin, j'étais quand même vite amenée à devoir défendre le fait que oui, j'avais le droit d'être là, quoi. Après, maintenant, en tant que travailleuse, je pense que globalement je suis aussi fort active sur des questions du genre, et je pense qu'être un peu personne concernée sur pas mal d'aspects personnellement fait que ça m'aide à peut-être ressentir certaines choses plus près, mais il y a des choses que je ressens pas. Genre, je suis pas une personne queer, donc même si je peux me positionner en soutien sur certaines questions, pareil, je suis pas moi-même sans papier, je suis une personne racisée, mais donc ça aide un peu à comprendre certaines choses, mais je vis pas non plus toutes les situations. Mais je pense quand même que le fait d'être une femme fait que il y a une injustice de base, qu'on est la moitié de la planète à vivre, et que je suis concernée là-dessus, mais j'ai plus l'impression que ça me ferme des portes, en tout cas, ni au niveau professionnel. Dans le boulot que je fais, c'est quand même beaucoup des métiers faits par des femmes. De rien, ça fait partie un peu du care, tu vois. Et au niveau artistique, en fait, en tout cas en Belgique, le slam, il est ultra féminin. On a une artiste, une des artistes connues en Belgique pour le slam, c'est Elisette Lombé, qui a aidé, elle n'était pas toute seule évidemment, mais à populariser le slam, et les grosses revendications qui étaient portées sur scène par les textes, mais aussi par les mantras et un peu les règles qui étaient mises en place pour les scènes slam, c'était de porter des injustices dans les textes, donc de venir parler de situations de sexisme, de venir parler de racisme, etc. Et aussi de mettre en place des règles pour que il y a clairement des propos qui sont pas les bienvenus, etc. Et donc ça a comme conséquence qu'elles ont tellement il y a un collectif d'ailleurs qui s'appelle El Slam, et qui a popularisé à fond le slam en Belgique, et qui a fait connaître le slam à travers des femmes. Donc en fait, chez nous, on a quasi je vais pas dire 100% des slammeurs qui sont des slameuses, mais grosse majorité. Donc la question se pose pas tellement. T'as pas senti t'as pas été confronté à des haters ou ce genre de choses sur cette partie-là de ton art? Je pense qu'il y a d'autres sphères où c'est encore où c'est plus un combat encore à mener. Notamment, il y a des nanas que je connais du secteur slam, mais qui sont aussi rappeuses, et qui ont un collectif qui s'appelle Anticyclone, et qui est un collectif Finta pour
soutenir les personnes finta dans le rap. Et là, je pense que le boulot, il est encore énorme parce que non seulement la place n'est pas toujours donnée, mais en plus, il y a un nombre de propos sexistes énormes qui sont véhiculés par certains rappeurs. Donc, il y a... dans le rap, c'est un peu plus... Il y a les deux. Il y a l'enjeu d'avoir sa place et il y a les propos pas OK. En slam, en fait, quand il y a un propos pas OK, peu importe le sujet, en général... Théoriquement, on est censé demander à la personne de se taire, de sortir de la scène. En général, ça se passe pas parce que les gens ont du mal à dire stop. Mais très souvent, après, les gens débriefent en se disant ça va pas du tout, il s'est passé ça, il y a un tel qui a parlé d'un sujet. Et parce que c'est un peu l'inverse. On veut avoir un espace de parole pour critiquer cette société. Et du coup, on n'a pas envie que ça donne la parole à des fachos. C'est vraiment l'inverse qui est visé, quoi. Ouais. Et tu t'es tenté au rap? Il y a pas et moi, j'ai un morceau de rap là qui est en train d'apparaître. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai toujours voulu rapper. Moi, j'adore le rap depuis toujours. Mais mon niveau d'exigence est trop haut. Donc à chaque fois, je me dis non, moi, je sais pas faire ça. Et maintenant, je commence à... Ah, trop bien. Trop cool. J'étais justement à une scène ouverte d'Anticyclone. Et puis avec Alice, on a une nouvelle compo qui est un rap qu'on a déjà fait 2-3 fois là en scène. Ok. Et donc, ça sort quand? C'est pas encore... moi, j'ai pas de date. En fait, je fonctionne avec... comme tu fais avec tes podcasts. Ouais. Quand il y a un truc qui est prêt, il sort. Je sors que des singles, du coup. Je me suis jamais mis la pression d'un EP ou encore moins d'un album. Peut-être qu'à un moment, ce sera le cas, hein, tu vois. Mais même, je me disais, peut-être je peux réunir tous mes sons et dire que j'ai sorti un EP. Mais non, sinon, je sortais rien, en fait. Et du coup, je me suis vraiment dit, quand il y a un truc qui est prêt, il sort. Et pourquoi, du coup, plus le slam que le rap? Parce que tu me dis, j'adore le rap. Pourquoi t'as pris cette direction-là plutôt que le rap? Je pense que mon niveau d'exigence de je vais oser le faire était pas le même parce que j'avais peut-être moins de références pour me dire, un peu comme avec le chant, je te disais j'ai une bonne oreille et du coup j'entends vite ce qui va pas. Je crois qu'en rap j'ai la même chose. Tu vois, j'en ai beaucoup écouté, donc j'entendais vite que c'était pas exactement le flow que j'aimerais avoir ou quoi. Donc peut-être que j'ai plus osé commencer juste. Et j'ai l'impression que quand même le slam c'est assez naturel. Très vite je me suis sentie très à l'aise, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose de... Et ça a même mieux marché, donc je pense que c'est pas juste moi qui me sens plus à l'aise, c'est aussi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand je fais ça. Enfin, tu vois, j'essaie de le dire sans qu'il y ait de l'ego là-dedans, mais que ça a l'air de plaire aussi, la manière... c'est pas de l'ego, hein. Si ça plaît, tout va bien. Quand on fait des choses qui plaisent aux gens, c'est bien de le savoir, et l'inverse aussi, je pense. Et je me suis dit, la différence entre le slam et le rap, ça va peut-être être la rythmique qui est différente. Après, je suis pas hyper technique sur ça, mais il y a quand même un rythme en slam. Alors, au final, c'est super libre, en fait. Il y a même des gens qui de plus en plus se questionnent sur à quel moment c'est du slam. Est-ce que c'est du rap sans instru? Est-ce que c'est de la poésie à voix haute? C'est quoi le... vraiment la subtilité entre... Il y a des règles de base, mais que moi je respecte pas toujours. Par exemple, normalement dans les règles de base, c'est a cappella et maximum 3 minutes. Et son propre texte. Ça, par contre, je le pense qu'à part quand on propose un projet précis de lire quelqu'un d'autre, sinon je le fais. Mais j'ai des textes qui font... Il était une femme, qui est le dernier single qu'on a sorti, il fait 6 minutes. Et il est accompagné en musique. Et quasi tous les slams que je fais sur scène, quand je fais un format long avec Alice, par exemple, on les fait pas a cappella. Donc techniquement, par rapport aux règles, c'est pas du slam. Ou alors le slam a évolué. Déjà du rap, si ça se trouve aussi. Et puis dans les manières de slammer, il y a de tout. Il y a des gens, on dirait, qui racontent une histoire. Il y en a d'autres qui sont presque du stand-up. Il y en a qui sont dans des flows ultra rap parce que c'est très très carré. Moi, je pense que j'ai des flows rap à des moments, mais qu'en même temps, il y a la liberté, comme il n'y a pas une instru fixe. Il y a la liberté d'avoir des moments plus lents, des moments plus rapides. Et je trouve ça super confort, en fait, de ne pas avoir une instru qui est, tu vois,
carré, tu vois. Ouais. Parce que dans le rap ou dans la chanson en général, tu vas avoir la structure couplet-refrain avec un timing. Tu sais que ton couplet commence à telle note, ton refrain à telle note. Mais moi, je fais déjà pas ça en chanson. Mais du coup, est-ce que le slam, il y a aussi ce timing-là entre la voix et la musique, ou c'est plus si tu as envie de mettre un blanc plus long, tu le mets plus long, si tu as envie de reprendre tout de suite dans la foulée, tu le fais? Il y a pas vraiment de règles, surtout quand c'est a cappella, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Il y a quand même des gens qui jouent, enfin je dis des gens, même moi-même je le fais, avec le côté un peu refrain-couplet. Par exemple, ce que je te décrivais tout à l'heure, que je vais faire le 8 mars demain, je vais faire un texte où c'est la même phrase, mais qui se répète, mais qui change un petit peu. En fait, c'est un peu un refrain, même si la phrase, du coup, elle n'a pas la même longueur. Donc, en fait, au niveau du rythme, si tu essaies de caser ça dans une instru en 4 temps, ça marche pas. Mais il y a quand même un peu cette idée couplet-refrain. Par contre, dans l'autre sens, moi, j'ai plein de chansons qui n'ont pas de refrain. Tu vois, je suis vraiment... je crois que j'ai toujours eu du mal à rentrer dans ces petites cases, et je crois qu'en fait c'est ça qui est cool en tant qu'artiste, c'est que finalement tu as des outils qui sont là, qui existent. Il y a des gens qui ont un peu inventé je vais dire inventer la musique, ça, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a inventé un jour, ça fait tellement longtemps que l'humain fait ça, mais tu vois, c'est des choses qui... Tu pars pas de zéro, t'es influencé par tout ce qui a déjà été fait, mais en même temps, si t'as envie de danser en même temps, ou tu vois, si tu veux croiser plusieurs disciplines, ou casser un petit peu les codes et dire que justement tu mets une instru sur ton slam, ou que tu rappes au milieu d'une chanson, tout ça est possible, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est possible en direct, tu vois? J'imagine, tu vas avoir par exemple un rappeur ou une rappeuse et des musiciens autour. Si le rappeur ou la rappeuse se tape un délire à ce moment-là, ça peut perturber, tu vois, les icos qui sont là en train d'essayer d'accompagner et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et je me demande si pour du slam, t'as pas plus de liberté justement sur ce côté-là. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que t'as la technique qui est là, t'as les règles. Après, on en fait ce qu'on veut, hein. Mais t'as les règles qui sont là. Mais j'ai l'impression que t'as plus de liberté et plus de possibilités de jeu avec la musique quand il y en a une qui est là. Mais comme c'est pas la majorité du temps qu'il y a de la musique, c'est dur d'en tirer des grandes conclusions, parce que les gens qui testent des choses en mélangeant du slam et de la musique, il y a de tout. Il y a de l'instrumental purement acoustique avec quelqu'un sur scène. Il y a plein de trucs, projets avec des machines. Il y en a qui utilisent des prods. Et là, nous, on développe un truc avec la loupe et du chœur. Il y a vraiment moyen de partir dans tous les sens. Avoir des musiciens qui savent te suivre de manière générale, ça reste rare, tu vois, des gens comme Alice qui ont vraiment cette oreille et cette écoute et ce feeling, qui du coup savent accompagner de la poésie et du slam, parce que ça demande aussi ça, vu que c'est pas carré, qu'il y a pas couplet-refrain, il y a pas 4 temps, il y a pas une tonalité, ça peut partir dans tous les sens, et du coup il faut des gens qui ont cette oreille là, mais c'est sûr que déjà, que même sans musique, la liberté que t'as quand tu fais du slam, de pouvoir changer ton flow, changer, t'as moins cette barrière là. Et même au niveau de la voix, moi je pense que c'est un peu le cas en rap aussi, la voix parlée, ça reste des notes, hein. Donc on peut parler faux, tu vois, parce qu'en fait même quand on parle, c'est mais a priori, si c'est pas sur une musique, il y a quand même t'as moins de contraintes de quelle note va aller bien avec tu vois, ça va pas sonner forcément faux par rapport à la musique. Et donc en fait la liberté, elle est au niveau du temps et de la mélodie, et donc dans l'interprétation il y a d'autres choses qui peuvent se passer, parce que quand t'es dans une mélodie, mine de rien, t'as des mélodies où en fait si l'instrumentale elle amène une ambiance qui est joyeuse, ça va être difficile si tu veux amener une tension, tu vois, un truc. Alors quand on voit parler, en fait, moi je trouve que ça très spontané de venir amener
une petite dissonance, tu vois, un truc qui fait que tu sens qu'en fait là il se passe un truc qui est un peu tendu. Ouais. Tu deviens un peu l'instrument en fait au final. Ouais. Et on t'a déjà demandé d'écrire spécifiquement pour un événement ou... Ouais. C'est arrivé. C'est arrivé aussi que des fois je me dise en fait là j'ai envie d'avoir un texte vraiment pour ça et donc je vais pas prendre un truc qui existe déjà. Ouais, c'est déjà arrivé. Et c'est ok. Enfin, c'est comment tu le perçois, parce que comment t'écris en général et comment t'écris quand c'est entre guillemets imposé, tu vois. Comment ouais. Tu vois, pour moi, je me dis ça doit être hyper dur. Bah, je crois que ça pourrait pas marcher si c'est un sujet sur lequel à la base j'ai pas envie d'écrire. De toute façon, je crois que si j'ai pas envie d'écrire un truc, même si on me paye, je vais pas le faire. Mais après, il faut avoir le temps ou vraiment l'inspiration qui fait que le texte arrive. Mais par exemple, Il était une femme, il est né d'une demande d'une bonne amie à moi qui bosse, qui est dans le collectif 8 mars et qui voulait vraiment mettre en avant le lien entre les valeurs prônées par le féminisme et la situation des femmes en Palestine. Et aussi avec clairement une envie de pouvoir bousculer, je crois, au début, pour dire clairement, quand j'ai commencé à écrire le texte, je me suis dit, je vais écrire un texte contre le white féminisme. Du coup, j'avais plein de ismes dans mon texte. Et puis, je l'ai envoyé à une autre amie poétesse qui s'appelle Milady Renoir, qui m'a dit peut-être qu'il faudrait moins de ismes et, tu vois, un peu plus parler de ce que tu ressens. Et en fait, ce texte-là, ça a été un boulot. J'ai vraiment rarement bossé autant sur un texte. Et à la base, j'ai pris plein de boucles de trucs que j'avais déjà écrits, j'ai rassemblé, puis je me suis dit de quoi tu veux parler d'autre. J'ai commencé à avoir plein de petits bouts de papier. Donc j'avais une table énorme avec plein de petits papiers rouges. En plus, je sais pas pourquoi des papiers rouges, avec des mots. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que le texte avait comme plein de petits chapitres qui étaient représentés par des mots. Ouais. Et avec ces mots, j'ai créé c'est pas un refrain, c'est une intro et il revient à la fin. Un espèce une petite phrase qui ressemble à un petit conte. Mais du coup, le texte est vraiment construit autant au niveau des sujets que j'avais envie d'aborder. Il y avait vraiment une volonté d'amener un contenu très précis sur certains sujets, de faire référence à des choses historiques, etc. Et autant poétiquement, il y a un retravail. Il y a plein d'autres fois où j'écris franchement en une fois et je me dis ok, j'ai un truc, je suis contente. Donc c'est vraiment super variable. Je sais pas. Il y a des gens, je crois, qui ont vraiment des manières de faire. Moi, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça, comme tu l'as un peu plus travaillé, etc., est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'on t'a demandé d'écrire, du coup, ou... Parce que tu vois, en général, du coup, quand t'écris, c'est quand quelque chose t'inspire, te touche, et tu vas écrire. Là, alors ça peut te toucher, hein, je dis pas le contraire, mais du coup, comme c'est demandé dans un autre timing que le tien, en ressenti, est-ce que tu penses que ça jouait sur ça ou... Ouais, il y avait peut-être un soin un peu autre que juste l'inspiration et je vais le noter sur un truc et puis après je vais même pas forcément y retourner. Après, par exemple, il y a des textes que j'avais écrits un peu comme ça et au moment de le mettre dans le recueil, je me suis dit je vais le retravailler. Il y en a d'autres qu'on n'a pas gardés du coup parce qu'ils n'étaient pas finis. Ouais. Et il y a des choses qui sont brutes et qui sont bien en fait. Parfois c'est bien mais il y a un peu la dimension de faire pour l'autre qui fait je vais peut-être mettre un petit peu plus de soin quoi. Comme de manière très générale, hein, on a tendance à être un petit peu plus perfectionniste pour les autres parce que je sais pas pourquoi parce qu'on veut faire plaisir. Que c'est plus important de prendre soin des autres que de soi-même. Il y a un peu ce côté sacrificiel. Mais en tout cas, ouais, non, c'est sûr que. Et puis j'avais déjà écrit sur le sujet, donc j'avais aussi envie d'aller un step plus loin. Tu vois, justement, le réveil sonne, c'était très brut. Et là, je me disais, oui, ok, en fait, clairement, on est tous abasourdis et on a une réaction de tout être humain qui voit de l'horreur et qui est en sidération et qui trouve ça triste. Mais j'avais l'impression qu'il fallait quand même aussi un petit peu amener des choses pour politiser la situation, pour la replacer dans un contexte. C'était un peu ce besoin-là aussi de
et puis de donner aussi des perspectives de suite, de sortie de ça, même si je sais pas comment on sort de ça vraiment. Mais... Ouais. Et tu te vois où dans 10 ans? Ou allez, dans 5 ans. Oh. Step by step. Dans 5 ans, c'est déjà pas mal. Je me dis que 10 ans, quand même, c'est peut-être beaucoup, mais dans 5 ans, dans tous ces projets, tu t'imagines quoi? Comment tu projettes dans l'idéal de tes objectifs, de ce que tu t'aimerais atteindre, de ce que tu aimerais faire, toucher, tout ça? Dans 5 ans, j'ai l'impression que j'ai envie que ça continue comme ça. Pareil, quoi. Toujours pareil? Ouais, de tenir, quoi. De faire en sorte que ce soit un peu moins la course, avec un rythme un peu plus stable. Ouais. Peut-être un peu moins d'éclatement, plus des projets, genre, si je pouvais faire que des gros concerts d'1 heure plutôt que plein de petites performances de 5 minutes, je crois que ce serait un peu mieux, plus facile à gérer. Et comment tu gères justement cet équilibre avec la vie perso, avec la vie en général? Est-ce que tu arrives à équilibrer vraiment les choses? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un côté qui est peut-être un peu plus présent ou lourd que l'autre? Comment tu arrives à gérer? Parce que, comme tu dis, oui, c'est la course, tu cours après le temps et je le vois, je l'ai senti. T'as plein de projets, t'es sur plein de trucs. Comment t'arrives à gérer et à équilibrer tout ça, quoi? Mais je pense pas que j'y arrive vraiment, sincèrement. Je suis du style à bosser encore le soir dans mon lit parce qu'il y a des trucs que j'avais pas eu le temps de finir et comme on a tous les outils du monde sur nos téléphones, hein, comme on disait tout à l'heure, en fait, je peux encore bosser depuis le lit. Et tu prends encore du plaisir malgré tout? Je pense que dans toute chose, il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres à faire. Genre là, ce matin, je faisais des factures, c'est pas le plus drôle. Parce qu'il y a plus fun. Par rapport au concert d'hier, en fait, la partie faire la facture, c'est la partie pas drôle, mais en même temps, je sais que j'ai envie d'être carré, de faire aussi ces trucs-là, parce que ça fait partie du grand tout. Et je crois qu'il n'y a rien dans la vie qui n'est que la cerise sur le gâteau. Il y a toujours malaxer la pâte et aller faire les courses des ingrédients. Ce sera toujours comme ça. Donc, peu importe quel choix de vie je fais, il y aura toujours une partie de ce que j'aime moins. Mais par contre, j'ai quand même un espoir qu'à un moment, j'arrive à être un peu moins dans le surremplissage d'agenda, être un petit peu plus réaliste sur ce que prend vraiment comme temps chaque chose, et à laisser du temps libre, enfin tu vois, pas du temps libre j'ai pas forcément envie de glander, hein, mais tu vois, de la respiration, du temps pour se laisser penser un peu. Ouais. Bon, après glander, ça peut être positif. Hein. C'est pas une envie que j'ai, mais j'aimerais bien avoir le temps de pouvoir me dire que je vais le faire, quoi. Parce que justement, dans glander, moi j'entends s'ennuyer, surtout, tu vois. Ouais. Et je trouve que l'ennui, c'est hyper productif. Alors, ça va peut-être pas être vrai pour tout le monde, hein. Encore une fois, à chaque fois, j'aime bien donner mon avis, mais j'aime aussi le remettre à sa place. Je trouve que l'ennui est inspirant. Donc, pour moi, quand j'entends glander, j'entends laisser les choses venir, en fait, tu sais. Donc... Ben, par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'ai plus vraiment de vacances depuis quelques années, parce que je mets quasi toutes mes vacances à avoir du temps pour le projet artistique, vu que, quand même, avec le boulot, c'est chaud. Mais du coup, c'est quand même quand je suis un peu dans un contexte hors du rythme du quotidien, où il n'y a pas les activités du boulot, les enfants à aller chercher, un peu ce rythme fou qui fait que, bah oui, j'ai des performances et des projets qui se calent entre, mais c'est juste la course. Mais rien que le fait de sortir du quotidien, ça fait que j'ai en général beaucoup plus d'inspiration d'écriture, de compo, et donc c'est pas forcément la glande, mais effectivement, ces moments de respiration, même pour parfois vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Je pense, tu vois, cette espèce de fascisation qui se passe autour de nous, il y a quand même besoin à des moments de prendre un pas de recul pour comprendre un peu et du coup faire des choix qui sont pertinents sur où mettre de la force parce qu'on ne sait pas être partout ou comment faire lien.
Et ça me manque. Je sens que les quelques moments où je les ai, en général, du coup, je reviens de manière plus pertinente aussi. Donc, ouais, il y a un peu comme l'élan pour bien partir. Là, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est reculer pour mieux sauter, mais plus loin. Ouais. Ben, écoute, un grand merci d'avoir accepté de participer au podcast. J'étais trop contente quand tu as répondu positivement. Je me suis dit, mais c'est trop cool, trop bien. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, ah ouais, ça se lance vraiment.